Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Steven Bastien, je suis géomaticien et responsable du bureau de la donnée géographique au sein du service topographique de la province Sud. Et avec mon collègue Anthony, ici présent de la DSI, on va essayer de vous présenter notre écosystème QGIS et comment on l'utilise et on le met en œuvre pour démocratiser l'utilisation de la donnée géographique et surtout comment on démocratise le SIG au travers de ce logiciel qui est open source. La province Sud, ça fait maintenant presque 9 ans qu'on est passé sur que la DSI a fait le pari de passer sur du... Changer de micro, je connais un petit problème de fréquence bizarre. Merci. Donc ça fait presque 9 ans que la province Sud est passée sur du tout open source, ou presque. Concernant les SIG, on est passé sur les briques QGIS, QGIS Server et PostGIS. On a aujourd'hui presque 1000 agents qui visionnent les cartes au travers des applications réalisées par Anthony et ses collègues. 300 de ces agents utilisent couramment le géoportail qui est Carte Sud pour la province. Et une soixantaine de ces agents utilisent QGIS Desktop, donc QGIS en dur, et qu'on assimile comme des géomaticiens, qui soient de géomaticiens de formation ou juste des néophytes qui ont besoin de la formation géographique tous les jours dans leur travail. Alors, la présentation, il y en aura deux en fait. Il y aura une partie, je présenterai ce qu'on fait au service topographique et Anthony reprendra le relais pour vous présenter ce qu'il fait du coup au niveau de la DSI et du bureau SIG. Concernant le service topographique, on est 4 bureaux. Donc il y a un bureau foncier, 2 bureaux topographiques sud, un bureau topographique sud et un bureau topographique nord, et mon bureau, du coup, le bureau de la donnée géographique, composé de 3 géomètres et de 3 géomaticiens. Le rôle du STF, c'est de jouer le rôle du géomètre expert pour le compte de la collectivité, et il est en charge des acquisitions topographiques au 500e et au 2000e sur son territoire, et aussi la gestion du patrimoine foncier de la province. Et concernant mon bureau, nous, on est en charge justement de la mise à jour cartographique du fonds de plan du coup, topographique et cartographique de la province, et on est gestionnaire de cette donnée géographique. Nos échelles de travail, comme je vous l'ai dit, on est sur du 500e et du 2000e. J'ai regardé un peu quelques chiffres dans nos bases. On a intégré depuis, on va dire, l'informatisation des méthodes de travail, près de 93 000 hectares de données cartographiques 2000e, 31 000 hectares de données 500e au niveau vectoriel et au niveau orthophotographique, parce que c'est de la donnée qu'on gère aussi. On a intégré quasiment 470 000 hectares d'orthophotographie aérienne et depuis 2015, près de 3 millions hectares d'acquisition satellite. Donc ça fait beaucoup de données pour des utilisateurs qui ne sont pas forcément experts en SIG, et autant de produits dérivés à gérer et à partager, à diffuser. Comment ça se passe dans notre service et dans notre direction? On utilise ces logiciels-là. Donc on utilise principalement TopStation, c'est un logiciel dédié spécifiquement aux géomètres, que nous on utilise aussi pour intégrer et puis gérer notre fond de plan. Une fois que c'est intégré dans ce logiciel, ça part sur PostgreSQL, PostGIS, qui permet ensuite de communiquer avec QGIS et qui redistribue la donnée aux utilisateurs. Donc QGIS, ça se présente de cette façon. Donc on a un petit onglet PostgreSQL, qui est notre base de données. Ce qu'on peut voir, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que la donnée, elle n'est pas forcément lisible, on ne se repère pas forcément bien dans cette grande arborescence. Il faut savoir chaque direction a une base de données, et que chaque base de données contient autant de schémas à l'intérieur que de bureaux ou de services dans la direction. Donc ça fait énormément ça fait une arborescence super complexe à comprendre pour un utilisateur qui n'est pas habitué au logiciel SIG. Et on peut comprendre que c'est dur pour lui de retrouver la donnée qu'il a besoin pour son étude. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment on peut faire pour rendre cette donnée plus accessible et comment démocratiser justement l'utilisation de notre logiciel SIG qui est QGIS. Ça a été simple, ça a été avec le concours de la DSI de créer des process en Python. Comme l'a dit Pierre, c'est le langage qui est utilisé principalement dans notre métier de la géomatique. Ces process avaient pour but justement de permettre aux utilisateurs, par exemple, c'est l'exemple que je vous mets là, d'exporter de la donnée cartographique au format DWG, parce qu'on travaille beaucoup avec les services techniques qui ont besoin de données dans certains formats spécifiques, de manière simple et efficace à partir des bases de données. Donc ça, c'était sur QGIS 2.18 à l'époque, pour ceux qui connaissent, et qui était développé en Python
2.7, il me semble. À cette époque-là, c'était super simple de développer des process en Python. En une matinée, en quelques heures, on pouvait développer des choses assez rapidement. Et surtout fenêtrer le truc, parce que faut savoir que géométrique, c'est de l'informatique, mais on n'est pas tous des grands développeurs. On développe des process, on va essayer de développer des chaînes de traitement pour faciliter notre travail au quotidien, mais on ne va pas développer non plus des logiciels, enfin en tout cas pas dans notre service. Et on est passé récemment à QGIS 3, et là, grande révolution, on est passé sur du Python 3. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on est dessus, et ça a été un peu un choc pour nous, parce que ça a été beaucoup moins facile du coup de développer des process en Python 3 que ça l'était sur QGIS 2.18. Donc à partir de là, on s'est dit, tant qu'à faire, autant développer des plugins, surtout que, si je reviens en arrière, je vous montre vite fait l'arborescence des scripts qu'on a développés, de tous les process qu'on a développés avec la DSI. Juste le nom de l'onglet s'appelait script, donc les utilisateurs ne voulaient pas forcément aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on s'est dit avec les collègues qu'on allait développer plutôt un plugin, c'est ce que je vous ai entouré là, qui s'appelle STF pour l'instant, qui n'est pas encore publié, mais qui j'espère le sera bientôt, et qui est censé regrouper justement tous les outils qui peuvent permettre aux utilisateurs de charger de la donnée et de réaliser n'importe quel process, que le process soit réalisé dans QGIS, donc directement avec les bibliothèques informatiques de QGIS, ou en externe. Parce que la force de l'open source, pour nous, c'est surtout qu'on peut plugger n'importe quelle librairie Python dans notre logiciel QGIS. Et puis essayer d'en faire en sorte que ça soit si vous voulez, un ArcGIS-like ou à l'intérieur d'une seule et même interface, ils peuvent retrouver tous les outils qu'ils ont besoin pour leur travail de tous les jours. C'était un peu notre défi, et puis comme c'est un peu la mode de cette semaine, là je vous ai mis une capture d'écran d'un outil qu'un collègue a réalisé. Courbe de niveau depuis LIDAR, donc c'est un outil qui permettait à un utilisateur qui n'a pas forcément de logiciel spécifique pour lire du nuage de points, d'aller chercher simplement un fichier LAS et de le rentrer dans l'outil, et derrière c'est du LASTool qui tourne, donc c'est aussi une librairie open source qui tourne en dehors de QGIS et qui va générer les courbes de niveau au pas qu'il veut, à la précision qu'il veut, à partir du fichier LIDAR. Et puis le STF réalise aussi quelques outils, quelques plugins un peu plus spécifiques. Je ne sais pas si la vidéo peut marcher. Si je... Tu recliques. Ah, je reclique, ok, pardon. Donc là, c'est un outil qu'un collègue a développé, qui est dans la salle, Aurélien, pour les besoins des services techniques de notre direction, qui avait besoin, pour gérer justement les bâtiments provinciaux, d'avoir accès au plan des architectes, qui était habituellement un peu dispatché partout sur nos serveurs. Donc là, on les a tout poussés via cet outil dans une table Postgre. Et à partir de QGIS, ils peuvent récupérer du coup directement ouvrir le DWG et non pas aller chercher ça sur le réseau dans une arborescence hyper compliquée. Et l'outil, l'agent qui avait fait la demande avait besoin aussi de connaître les surfaces de chaque pièce des bâtiments, par étage, etc. Et du coup, l'outil du collègue calculait les pièces à partir des plans d'architecte, les pousse dans une table Postgre, et actuellement, ils sont capables de connaître la superficie de chaque pièce, leur nom, etc. quoi. Donc c'est juste un petit exemple de ce qu'on fait au STF pour essayer de faciliter et démocratiser l'utilisation de la donnée, la rentabiliser, et puis surtout démocratiser le SIG en général via QGIS, quoi. Je vais laisser la parole à Anthony pour la suite. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Anthony Racli, du coup, je suis chef de projet SIG, développeur d'applications au sein de la DSI de la province Sud. Donc mon bureau, c'est le bureau des systèmes d'information géographique et décisionnels. Il se situe donc dans le service des applications métiers, service qui regroupe donc 3 bureaux, dont le mien. C'est dans ce service-là que nous développons et que nous gérons les applications métiers pour toutes les directions de la province Sud. Le rôle de mon bureau SIG et décisionnel, du coup, c'est de conseiller, de développer, de gérer des outils SIG et décisionnels pour les agents provinciaux, les administrés et nos partenaires. Donc nous, on a un rôle vraiment de fournisseur d'outils. On ne traite pas vraiment de données, on est plus dans l'infrastructure. Mon bureau, donc, il se compose de mon chef de bureau, moi-même en tant que chef de projet SIG, mon collègue en tant que chef de projet informatique et décisionnel, et une 4e personne qui viendra appuyer notre bureau d'ici la fin de l'année. Pardon. Je vais vous faire du coup un rapide débrief de notre infrastructure. Donc nous sommes essentiellement à la DSI de manière globale
rester sur des outils open source et gratuits. C'est pour cela qu'il y a 9 ans, le bureau SIG a émis la volonté de créer son serveur cartographique. Donc ce petit schéma, il va représenter donc notre serveur cartographique. Notre serveur cartographique, il est basé sur QGIS Server, donc une technologie qui est propriétaire à QGIS, grosso modo. Le QGIS Server, il s'alimente des données vectorielles et raster qui nous sont fournies par nos partenaires et par nos applications, nos différentes directions. Il nous permet de créer des web services. Des web services, ce sont des flux de données WMS intégrables dans différents clients afin de lire les flux, excusez-moi. On émet du coup 453 web services depuis des données provinciales, de province sud, pardon, et 226 de données extérieures, parce qu'on moissonne en fait des flux de données, que ce soit du gouvernement, des mairies ou d'autres partenaires. Ces flux de données-là, ils peuvent être donc lus sur différentes applications SIG qu'on fournit à nos utilisateurs. Donc pour les utilisateurs plutôt spécialisés, on leur installe donc l'application desktop QGIS afin de faire des analyses spatiales un peu plus poussées. Dans nos applications métiers, donc là j'ai repris l'exemple de Cartosud. Cartosud, c'est le géoportail interne de la province, donc qui est développé par nos soins et maintenu par nos soins. C'est environ 600, je n'ai pas les chiffres, excusez-moi, c'est environ 1000 utilisateurs, utilisateurs provinciaux qui utilisent des cartos dans leurs applications métiers. Des données aussi sur notre site internet, donc ça c'est des cartes dynamiques qu'on publie directement sur notre site internet pour les administrés et nos partenaires. La force de notre infrastructure, c'est que nous ne sommes pas limités en nombre de requêtes sur les flux qui sont consultés, donc on peut vraiment, sans trop se poser de questions sur les coûts, publier énormément de données et les utiliser comme on le souhaite. Donc ça, c'était simplement pour vous faire une petite aperçu de ce qu'on faisait en termes d'infrastructure serveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que QGIS, il donne la possibilité, comme il nous l'a expliqué à peu près Steven, de créer des plugins. Donc, grosso modo, QGIS, c'est une application qui est basée sur du C et du Python. Et en fait, on peut y incorporer nos propres scripts afin de créer, par exemple, des géotraitements qui ne sont pas présents dans la galerie des géotraitements. Au sein de la province, il y a eu des développements qui ont été faits pour faciliter l'accessibilité aux données aux utilisateurs. Donc nous avons 3 gros plugins qui sont donc gérés par la DSI. Le géocatalogue, donc qui va remonter tous les web services aux utilisateurs. Il se matérialise en fait comme une arborescence de dossiers. Donc ces dossiers sont classés par thématique. Et dans chaque thématique, on retrouve donc des données, des flux de données. L'utilisateur peut double-cliquer sur un flux de données et l'incorporer dans son projet. D'un point de vue de gestion, ce qui est intéressant pour nous à la DSI, c'est qu'on peut affiner la gestion de la donnée, enfin l'accessibilité à la donnée au profil utilisateur, c'est-à-dire que certains utilisateurs n'ont pas accès à toutes les données. Donc l'utilisateur se connecte directement avec son compte provincial sur l'application QGIS et ça lui remonte donc toutes les données auxquelles il y a accès. On a 2 autres plugins intéressants, donc le plugin qu'on appelle le plugin projet. Il permet aux utilisateurs d'enregistrer des projets directement dans le plugin plutôt que d'avoir des fichiers projets volants au sein de son ordinateur. Il incite aussi au partage collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut pointer vers un autre utilisateur de la province et lui partager notre projet en lui donnant soit un accès de lecture, soit un accès de lecture et d'écriture, donc de travailler de manière collaborative. Et on a un dernier plugin, donc notre plugin de base de données, qui remonte essentiellement toutes les connexions aux utilisateurs. C'est-à-dire que, par exemple, Steven vous a expliqué qu'on avait une base de données par direction. Ça va remonter chacune des connexions, parce que sinon, il fallait laisser l'utilisateur le fait de tout le faire à la main, d'entrer les URL de serveurs, les accès, etc. Je vais vous parler rapidement du store de QGIS. Donc QGIS, il y a ce qu'on appelle un dépôt officiel, un store officiel de développeurs qui viennent y déposer des plugins. C'est-à-dire qu'ils développent en fait des outils qu'ils considèrent utiles pour la communauté et le partagent pour le plus grand nombre. Donc ça, c'est une capture d'écran du store de QGIS. Ça permet donc
de voir un aperçu de tous les plugins, d'avoir des informations sur tous les plugins, sur les versions utilisées, sur ce que fait le plugin, et de simplement les installer en appuyant simplement sur l'installation. Au moment où j'ai fait la présentation, donc le 13 novembre, c'était 1146 extensions qui étaient sur la version stable de QGIS. Il y a une question de validation qui est faite par les pairs, donc une communauté. En fait, le QGIS, ce qui est important à prendre en compte, c'est que c'est une grande communauté d'utilisateurs qui partagent énormément sur des forums et qui contribuent énormément au projet open source de QGIS. Je vais vous parler rapidement d'un tout petit projet sur lequel on a travaillé dans mon bureau il y a quelques mois. On a dû intervenir sur un des plugins provinciaux. Le souci, c'est qu'on avait des problèmes. Lorsqu'on installait une application QGIS sur un poste utilisateur, c'est à ce moment-là qu'on installait le plugin. Pour faire des mises à jour, il faudrait du coup réinstaller le plugin physiquement sur l'ordinateur. Donc on s'est posé la question de comment pallier à ce problème-là. Donc on s'est posé la question, donc on a créé nous-mêmes un store privé, QGIS, qui est alimenté donc par, sur le schéma on peut voir le dépôt de code, c'est l'endroit donc où on va stocker le code source. L'application métier, c'est une petite application métier qui fait une sorte de passe-plat sur lequel on va décrire en fait notre plugin et pointer sur le dépôt de code. Et cette application métier, elle va exposer un URL. Dans cette URL-là, on va retrouver en fait toutes les informations de chacun des plugins. Cette URL-là, en fait, on l'implémente directement dans QGIS et on utilise en fait l'interface créée par QGIS pour remonter les plugins que nous avons créés nous-mêmes. Ça nous permet deux choses, c'est-à-dire de valoriser les plugins qui sont créés par le service de Bastien, enfin le bureau de Bastien. Steven, excuse-moi, pardon, par le bureau de Steven, chose qu'on ne faisait pas avant. Et ça nous permet aussi de facilement lancer des mises à jour lorsqu'on fait des améliorations ou des corrections de bugs sur nos plugins. J'en profite de ce point pour parler d'un projet qu'on aimerait peut-être lancer l'année prochaine avec mon chef de bureau. Ce serait de créer un géocatalogue, mais pour les partenaires extérieurs, que ce soit des partenaires privés ou des partenaires de collectivités ou autres, dans lequel en fait on pourrait du coup retrouver, selon des accès qu'on aura donnés aux utilisateurs ou aux partenaires, etc., une accessibilité à donner, que ce soit en lecture par des flux, soit en téléchargement par le biais de téléchargement. Je vous laisse mes coordonnées sur la slide si ça vous intéresse et que vous voulez en parler par mail. Merci de votre attention.